par pétition de 100 000 signatures, d'initier la révision constitutionnelle. On n'a jamais dit que le Parlement avait le droit de réviser à sa guise la Constitution. On n'a jamais dit à un président pouvait initier la révision de la Constitution. On n'a jamais dit que la population, par pétition, pouvait changer, réviser la Constitution. Ils ont le pouvoir d'initiative. Cela sous-entend quoi? C'est un processus. Même si vous initiez, ce n'est pas vous qui allez décider. Mais moi, je suis dit de se féliciter. Nanya Kisanga. Si vous êtes déjà interdit par la Constitution, n'allez pas trop loin. Merci pour les compliments. Alors, M. Félix Tshisekedi peut mettre en place une commission qui doit statuer sur la probabilité de réviser ou de changer. Mais la question logique, parce que j'ai appris ici que la logique voudrait assez que l'on réfléchisse comme tout le monde. Non. Même si vous êtes aux États-Unis, logiquement, 1 plus 1, même si c'est par convention, ça donne toujours 2. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre être des scientifiques et se baser sur la position de tel parti politique. Soyons sérieux. On ne peut pas dire que non, moi j'ai réfléchi en scientifique, mais vous soutenez l'argumentaire de M. Félix Tshisekedi. Ce n'est pas possible. Nous sommes tous scientifiques, et je le suppose. C'est-à-dire que dans la science, il y a la dialectique. Un scientifique ne prend pas position et ne soutient nullement la position de l'autre. Il met en cause ce qui est dit, il cherche à les démontrer par la suite. De même vous démontrer les incongruités qui suivent la communication de nos amis du pouvoir. Ils nous disent, M. Félix Tshisekedi aurait pris une décision. Le président statue par voie d'ordonnance. Il n'y a pas de décision. Il a réfléchi. M. Tshisekedi, juste après du contraire, est la seule personne qui a lancé le débat. Sauf toléré, soit il démissionne, soit il reste président. Comme il est président, il doit être critiqué. Et ici, c'est lui qui nous lance dans ces débats. Je vais tenter de vous démontrer la démarche inconstitutionnelle de M. Félix Tshisekedi. Parce que les institutions présidentes n'ont pas statué sur la question n'incombe pas à l'institution. C'est M. Félix Tshisekedi qui a lancé le débat. M. Félix Tshisekedi nous dit ceci, que c'est une mauvaise constitution, une neutralité. Et j'espère que ça va continuer. Je voudrais nous dire ceci. De manière formelle, il n'y a aucune institution qui a lancé les débats sur la révision ou les changements de la Constitution. Parce que si M. Félix Tshisekedi, en tant que président, il avait l'intention de changer ou de réviser la Constitution, il y a une procédure. Ce n'est pas en créant une commission, en annonçant à Sanali qu'il devait procéder, non. Il allait déposer son projet de loi portant révision de certaines dispositions au niveau du Parlement. Cela n'a pas été fait. Nous devons arriver à faire les distinguo entre la fonction président de la République et la personne de Félix Tshisekedi. Parce que si nous commettons l'erreur de confondre les deux, on risque de croire que l'État nous a lancé dans le débat de la révision ou du changement. Jusque-là, l'État ne s'est pas prononcé. Et donc, je considère pour ma part que la première question n'a pas d'importance, la troisième question n'a pas d'importance sur la révision, parce que jusque-là, il n'y a pas de pétition, il n'y a pas une démarche gouvernementale, il n'y a pas une démarche de l'institution président, aucune des chambres n'a initié la démarche de la révision. Et ce qui est plus important, c'est la dernière des questions, le changement de la Constitution. Je ne sais pas si nos juristes prennent le temps de comprendre ce que nous disons là. Nous ne sommes pas en train de parler science, nous sommes en train de parler politique. Parce que le changement de la Constitution n'a pas de soubassement sur le plan constitutionnel. La Constitution n'a pas consacré le mécanisme du changement de la Constitution. C'est-à-dire que c'est une notion politique qui a été élevée. M. Félix Tshisekedi pense qu'il doit impérativement changer la Constitution. Quelles sont ces raisons?
Parce que, justement, il n'a pas le pouvoir de faire nommer le Premier ministre à temps utile. C'était ça le débat. Il pense que le temps qu'a pris la mise en place du gouvernement, lui il est venu au mois de janvier, le gouvernement est arrivé entre le mois de juin et juillet, il pense qu'il y a un problème. Mais soyons sérieux. Y a-t-il une disposition de la Constitution qui oblige à ce que l'avènement du gouvernement prenne 6 mois? Ce qui veut dire que la Constitution en soi n'est pas concernée directement. Ce sont les individus qui ont usé de leur pouvoir pour étaler. Je peux citer ici, M. Mosso n'a pas convoqué, M. Mosso, qui était président de l'époque, n'avait pas convoqué à temps utile la plénière pour qu'il y ait élection du bureau définitif. Doit-on incriminer la Constitution pour ça? Non. Et puis, deuxièmement, par rapport au règlement intérieur, le cas d'élection dévolu au bureau d'âge pouvait être résolu en 2 mois. C'est possible. Ça ne sera pas de la magie. Mais ce sont eux qui ont retardé. Et donc, la Constitution n'a pas retardé la réforme du gouvernement. Même si c'était l'État, ça n'a pas créé la suspension du fonctionnement de l'État, de lors qu'il y avait un autre gouvernement qui pouvait agir. Voyez-vous? C'est-à-dire que ce ne sont pas des raisons qui peuvent justifier la révision ou le changement de la Constitution. Monsieur Félix Tshisekedi veut avoir le pouvoir de nommer le gouverneur. On assiste au procès de Félix ou quoi? Aider la jeunesse avec des arguments scientifiques. Vous n'êtes pas les seuls jeunes, monsieur. Monsieur Félix Tshisekedi veut commencer à nommer le gouverneur. Et heureusement, un énorme professeur l'a dit ici, ça ne sera pas pour la première fois. De 1967 à 2006, l'essentiel des gouverneurs était nommé. Mais cela n'a pas empêché à ceux qui aient mauvaise gouvernance. Notre concitoyen député national a dit on doit reconnaître que la décentralisation a des problèmes. Quelles sont les raisons avancées? L'autonomisation des entités territoriales décentralisées. Je tiens à vous dire, la loi portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec le gouvernement central et les provinces est suffisamment clair. Si vous ne trouvez pas certaines matières dans la Constitution, consultez les lois. Nous avons opté pour le régionalisme constitutionnel, dont le maître mot est la décentralisation. C'est-à-dire que nous reconnaissons une certaine autonomie aux provinces. Par rapport à la question financière, on leur a doté une autonomie financière. Ils ont 3 sources de financement. Les financements à caractère national, les ressources propres, les ressources exceptionnelles. C'est dans la loi. Alors, en ce qui concerne la retenue à la source, oui, c'était la retenue à la source. Mais aujourd'hui, c'est par la rétrocession. Ce n'est pas la Constitution qui l'a dit. La Constitution a dit retenue à la source. Mais dans la pratique, il y a rétrocession. Même dans les rétrocessions, je tiens à vous rappeler, ça ne dépend pas de la Constitution, ça dépend de la volonté politique de ceux qui sont là. Posez la question à ceux qui sont au gouvernement actuellement. Combien de fois la Constitution leur a interdit de donner 10% à la caisse de péréquation? La Constitution n'a jamais interdit. Posons la question au gestionnaire de la caisse de péréquation. Il y a combien en caisse? 0. 0 $. Toutes les provinces, est-ce que toutes les provinces reçoivent les 40%? Non. Alors vous allez incriminer la Constitution alors qu'il y a un problème anthropologique? Non, soyons sérieux. Vous voulez juger la Constitution que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas normal. Nous avons effectivement travaillé pour que nous ayons cette Constitution. C'est vrai que les choses ont évolué. Mais devons-nous adapter la Constitution à chaque fois qu'il y a des conjonctures politiques? Vraiment. Non, il ne s'agit pas de votre chérise. Nous sommes en train de parler d'impact social qui réconcilie 450 tribus. Peut-être cette dimension-là vous échappe. Et la Constitution a 3 dimensions essentielles. C'est vrai que les intellectuels ont intervenu dans l'élaboration de la Constitution. Mais la Constitution a d'abord été politique. Cette Constitution est passée par référendum. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont accepté. Vous serez surpris d'apprendre que moi j'avais voté contre. Je n'ai pas participé au référendum, mais je me suis soumis à la loi. Mais quels sont les questionnements de départ? Nous ne voulons pas qu'il y ait concentration du pouvoir. Et parmi les raisons, la concentration du pouvoir, c'est la nomination de gouverneurs.
Vous ne pouvez pas parler de la décentralisation et ne pas reconnaître à la population le pouvoir de choisir ses dirigeants directs. C'est comme ça que nous avons les deux pour le régionalisme fonctionnel. Et nous avons reconnu les entités territoriales décentralisées comme une source d'impulsion du développement. Prenons l'hypothèse. Si nous avons un budget de 16 milliards, en réalité, les provinces devaient avoir 40% si on mettait de côté les ressources exceptionnelles venant de l'extérieur. Prenons 10 millions. Les provinces allaient avoir droit à 4 milliards. Si les entités territoriales décentralisées pouvaient bénéficier des 40% qui allaient pratiquement faire 1,6 milliard, et que la caisse de péréquation pouvait avoir 1 million chaque année. Essayez de vous imaginer si on avait 5 milliards pour les provinces dans le cadre de caisse de péréquation, et si nous arrivons à avoir 40% du budget de 2019 à 2023. Je pense que même ces fameux programmes de 147 territoires n'allaient même pas avoir de sens. Parce que nous n'avons pas voulu respecter la Constitution. Et aujourd'hui, on nous dit non, voilà, on doit changer la Constitution. Quelles sont les raisons? Non, il y a une disposition dans la Constitution qui dit on doit protéger les minorités, article 51. Et on considère les minorités, le groupe armé, tel que le M23, le Codeco, et ainsi de suite. Nous vous disons que votre interprétation est onéreuse. Vous avez trahi votre intelligence par rapport à cette réalité. Et il passe maintenant à l'article 217. On va se les terres. Mes chers amis, soyons sérieux. Nous tous, nous avons eu le temps de lire certaines dispositions de la Constitution. Est-ce que la Constitution nous dit qu'on doit céder des terres qu'aux Rwandais? Alors, quelle est la crainte? Quel est le besoin existentiel de l'État aujourd'hui pour que nous changions la Constitution? Et du reste, si nous avons voulu changer certaines dispositions, est-ce que la Constitution interdit-elle la révision de toutes les dispositions? Est-ce que l'article 51 ne peut-il pas être révisé? Est-ce que ça fait partie des dispositions intangibles? Est-ce que l'article 217 ne peut pas être révisé? La seule chose qui intéresse M. Félix, c'est se maintenir au pouvoir. Alors, vous connaissez même pas ces intentions. Pourquoi vous dites non? Il veut se maintenir au pouvoir de l'autre démontrer. Je ne sais pas de ce que lui-même a dit. Cher ami, les changements de la Constitution permettent le compteur à 0. Ah, c'est faux. Ok. Si on bascule à la 4e République, il sera en droit de postuler. Alors, lisez les dispositions pertinentes de l'article 220. Vous allez vous rendre compte que la forme républicaine de l'État n'intéresse nullement M. Félix. Parce qu'il est déjà président. La forme représentative du gouvernement, apparemment, même s'il ne les respecte pas, mais ça s'applique quand même dans une certaine mesure. Le pluralisme politique et syndical, va-t-il les changer? Ce qui les intéresse, c'est la révision de l'article 70. Et on vous dit, c'est au peuple d'en décider. Mais le peuple a déjà pris une décision. Monsieur Félix Tshisekedi, vous êtes président de la République, vous n'avez pas le droit d'échanger les textes qui régente la société sans que cela vous soit donné comme titus. Voilà pourquoi en résumé je dis ceci. Vous voyez l'histoire de M. Félix Tshisekedi aujourd'hui ressemble textuellement à l'histoire de M. Jules César. J'espère que vous, s'il vous plaît, j'espère que vous le connaissez. Jules César était aimé. Il a été choisi comme dictateur. Il a géré pendant 10 ans. Il a cherché à réviser les textes pour qu'il soit maintenu au pouvoir. Et ce qui est surprenant, Brutus, qui était l'un de ses proches, est intervenu et la suite, vous la connaissez. Donc moi je pense que dès lors qu'il n'y a pas de soubassement constitutionnel sur le changement de la Constitution, vous ne pouvez pas nous demander à nous d'attendre une commission inconstitutionnelle et décider si on doit changer la Constitution. Et donc, nous sommes suffisamment clairs et nous sommes prêts à défendre notre cause jusqu'au sacrifice suprême et nous le disons. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que nous pouvons l'applaudir, s'il vous plaît?